Yann Monplaisir, bonjour ou bonsoir, parce que nous sommes très loin l'un de l'autre. Vous êtes premier vice-président de l'Assemblée de Martinique, président du développement économique et du tourisme, et on vous connaît aussi pour votre liberté d'expression assumée. Que se passe-t-il à la CTM? Ce qui se passe est un peu lié à l'actualité malheureuse du Covid. Nous avons une collectivité à laquelle j'ai apporté ma contribution depuis un certain nombre d'années. Déjà, contribution à l'élection du président de l'exécutif, Alfred Marie-Jeanne, puisque c'est grâce à l'Alliance que nous avons co-construit ce contrat de gestion que nous avons signé donc en 2015, que nous avons ensemble accédé à la majorité, que nous avons construit et constitué ensemble une majorité. Alors, une majorité qui est une majorité d'alliance et qui donc par nécessité est une majorité où on doit composer. Nous avons donc composé sans doute les uns et les autres, sans doute l'un et l'autre depuis un certain nombre d'années, notre objectif partagé étant l'intérêt de la Martinique. Alors, il arrive cette crise et la situation me paraît suffisamment grave pour nécessiter des décisions à la hauteur de cette gravité et de l'urgence des réponses à apporter. Quelle est la situation grave que vous dénoncez aujourd'hui, monsieur Monplaisir? La situation grave que je dénonce, c'est la situation qui est liée à cette crise, à la crise économique qui est sous-jacente et qui est déjà en fait en cours, et puis surtout les conséquences sociales qu'il y aura demain avec sans doute une montée du chômage. Donc j'ai souhaité, dans le cadre de cette crise et en raison des réponses qui me paraît nécessaire d'apporter, j'ai souhaité rencontrer le président de l'exécutif. Et il m'a fallu un mois pour le rencontrer. J'ai souhaité… Donc aujourd'hui, vous l'avez rencontré, monsieur Alfred Marie-Jeanne, c'est de lui dont on parle. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors d'abord, j'ai souhaité avoir un échange même téléphonique avec lui. Et au bout de 28 jours, n'ayant pas de réponse, j'ai adressé un courrier. Je l'ai entre-temps et depuis rencontré. Je lui ai confirmé la teneur de cette correspondance qui consistait à lui dire que depuis un certain temps, depuis toutes ces années, j'avais composé dans l'intérêt de la Martinique afin d'éviter une crise qui aurait été une crise systémique en quelque sorte et qui aurait… On reviendra, monsieur Monplaisir, sur cet accord avec plusieurs partis, que ce soit le PPM, non, mais je ne voudrais pas, le libéral. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a répondu, monsieur Marie-Jeanne? Bien, je voudrais expliquer le contexte qui nous conduit à cette crise. Si les gens ne comprennent pas le contexte, ils ne comprendront pas la crise. J'ai donc, moi, expliqué qu'il faut prendre des mesures et notamment qu'il fallait impulser, après avoir pris les mesures d'urgence qui s'imposaient, auxquelles j'ai participé dans leur élaboration et dans leur mise en œuvre en votant au sein de l'Assemblée, qu'il fallait qu'il y ait un plan de relance. Et là, est-ce qu'il existe ce plan de relance, oui ou non? Non, non seulement le plan de relance n'existe pas, mais la vision qu'avait le président jusqu'alors, qui est en train d'évoluer peut-être grâce à nous, c'est qu'il n'était pas possible de mettre en œuvre un plan de relance. Je vous ai entendu, monsieur Monplaisir. Votre intervention, il n'y a pas que la vôtre qui va dans ce sens. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, monsieur Alfred Marie-Jeanne, que vous fait peur à tout le monde? Je n'ai pas de problème de personne, moi. Moi, je juge les faits. Je souhaite qu'il y ait un plan de relance. Les échanges que j'ai eus, notamment avec le président de la commission des finances, qui était un peu le porte-parole, sinon le porte-parole, mais en tout cas qui présentait les mêmes idées que le président de l'exécutif. Le président de l'exécutif que j'ai lui-même entendu dans certaines circonstances sur les ondes, qui expliquait que en raison de la diminution des recettes de la collectivité, dont je rappelle que l'État a indiqué qu'il les compenserait, qu'en raison de cette diminution des recettes d'octroi de mer, il fallait qu'il y ait une forme de restriction de la collectivité. Alors, on a certes fait un engagement à hauteur d'environ 70 millions d'euros, sans préciser d'ailleurs, sans que je n'ai de précision sur le fléchage, mais c'est insuffisant. Et il faut qu'avant le mois de septembre… Insuffisant, monsieur Monplaisir. Et pourtant, selon effectivement les rendus d'études de l'Axiom, qui est l'association des chambres de commerce et d'industrie en général, et dont fait partie la Martinique, il semblerait qu'il y a peu
d'intérêt pour les aides apportées par la CTM. C'est faux. Ça, c'est faux. Nous avons mis en place un dispositif d'urgence qui a été largement entendu et qui fait l'objet d'une implication forte des demandeurs. Et donc, s'ils demandent, c'est qu'ils en ont besoin. Et s'ils en ont besoin, on leur accordera. Ça, c'était le volet urgence. Mais ce volet-là, il est destiné à permettre la survie. Vous savez, c'est comme un accidenté de la route. D'abord, il faut le maintenir en vie. Donc, il faut lui donner un peu d'oxygène et puis on l'amène ensuite au service des urgences et là, on l'opère. Eh bien, on est dans cette deuxième phase. La deuxième phase, c'est le plan de relance qui va nous permettre de ne pas avoir une catastrophe économique et donc derrière une catastrophe sociale. L'action prévoit 10 ans de difficultés pour l'outre-mer. Écoutez-moi, je suis pas l'Axiom, moi. Les chambres de commerce, elles racontent ce qu'elles veulent et je ne dis pas que ce qu'elles racontent n'est pas bon. Ça, c'est le problème des chambres de commerce. Quand vous êtes un patron, eh bien, vous raisonnez en patron. Et les chambres de commerce, elles représentent les patrons. Et ça, c'est la vision des patrons. Donc, la vision des patrons peut retrouver la nôtre, puisque notre vision est une vision d'intérêt général et qu'une partie de ce que font les patrons, eh bien, ça se retrouve dans l'intérêt général. Mais nous devons avoir une vision politique. Nous avons une mission qui consiste à faire en sorte d'amener la contribution de cette collectivité au bienfait et à l'intérêt général. Pour cela, il faut que nous passions des commandes pour soutenir la commande, pour soutenir les entreprises qui vont maintenir, nous l'espérons, l'emploi et qui vont peut-être recruter par la suite. Les élus, quand ils ne sont pas d'accord, il faut qu'ils le disent. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai soutenu autant que je le pouvais la politique avec toute la loyauté qui me caractérise, la politique menée par la majorité. Vous regrettez aujourd'hui cet accord? Pas du tout. Je ne regrette pas du tout. Au contrat? Non. Si c'était à refaire, je le referais dans les circonstances qui étaient celles de l'époque, de 2015. Et j'estime que nous avons épargné à la Martinique une situation qui aurait été, du point de vue économique, catastrophique. Que prévoyait ce contrat avec les autres partis politiques? Ce dont nous sommes convenus avec Alfred Marie-Jeanne. Première chose, c'est que ne se poserait pas le problème du statut pendant la durée de la mandature. C'est-à-dire qu'Alfred Marie-Jeanne s'était engagé et sur ce plan-là, il a tenu son contrat. Il n'a pas demandé de l'autonomie pour la Martinique, c'est ça? Très clairement. L'indépendance, lui, il était indépendantiste. Bon. Tout à fait. Il n'a pas demandé l'indépendance, il n'a pas soulevé ce débat-là parce qu'il aurait pu soulever le débat et s'il l'avait soulevé, je me serais démarqué et c'était la fin. Donc là-dessus, il n'y a pas eu, et je pense que de ce point de vue-là, nous avons permis à la Martinique de vivre une période où on pouvait espérer, c'est ce que j'espérais, qu'il y ait un débat plus apaisé puisque cette problématique-là était provisoirement évacuée. Bon, donc de ce point de vue-là, il fallait le faire. Deuxième aspect, c'est qu'il fallait éviter qu'il y ait ce qui était la tendance, une forme de gabegie sur la gestion des ressources publiques. Bon, la collectivité région Martinique était en cessation de paiement quand elle a terminé la mandature. C'était une catastrophe et on sentait bien que cette tendance n'allait pas s'inverser. Donc, c'était une deuxième raison. La troisième raison était que je ne souhaitais pas me trouver dans un système où on s'était saisi des libertés et notamment de la liberté de penser. Parce qu'il y avait une pression qui s'exerçait sur les élus locaux, les autres élus locaux, sur les citoyens qui utilisaient la force publique de la région pour museler les Martiniquais. Et ça, vous savez, quand on essaie de me museler, moi, ça ne marche pas. On est bien d'accord, monsieur. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'était la décision que j'ai prise, que je ne regrette pas et que j'assume. Vous dites aujourd'hui que monsieur Marie-Jeanne muselle la Martinique? Alors, monsieur Marie-Jeanne, il n'a pas les mêmes méthodes, il n'a pas la même manière d'opérer, il n'utilise pas les mêmes moyens, il n'est fort heureusement pas seul à assumer les responsabilités puisqu'il les partage. Et précisément, notre rôle dans ce contexte-là est d'exprimer la diversité des pensées.
Peut-être que s'il avait été seul au pouvoir, il n'aurait pas été possible d'avoir le débat que nous avons. Alors, qui repose sur… reconsidérons la question. Est-ce que M. Marie-Jeanne et son équipe musellent aujourd'hui là… Je veux aller au bout de ce que je Allez-y, vous dis. monsieur, mon plaisir. Vous me permettez en deux mots. En deux mots. Le débat, c'est faut-il ou pas relancer l'activité économique actuellement. Vous regrettez d'avoir fait confiance à M. Alfred Marie-Jeanne? Pas du tout. Je ne regrette pas de lui avoir fait confiance. Je ne lui ai pas fait une confiance aveugle et bête qui me conduirait à l'abattoir. Je lui ai dit, nous allons travailler ensemble. Et je lui ai dit, et j'ai tenu mon contrat, je serai loyal tant que l'intérêt général sera plus important que les concessions que je dois faire, je servirai l'intérêt général. Si ça n'est plus possible pour moi, je te le dirai en face. Aujourd'hui, ça n'est pas possible, ça n'est plus possible. On a une crise sans précédent, qui nécessite des mesures sans précédent, dans une urgence sans précédent. Allons-y sur les mesures que vous proposez, monsieur Monplaisir. Comment faut-il aujourd'hui accéder à un rebond économique de la Martinique après en pleine crise sanitaire? Il faut accompagner les mesures prises par l'Europe et par la France par une politique locale de relance qui s'inscrive dans la même démarche, qui viendra renforcer les dispositifs européens et nationaux par une action locale plus ciblée par les acteurs. Plus précisément, on commence par quoi? Par le tourisme, on fait quoi? L'hôtellerie, les petites… On commence par fixer le niveau qui est nécessaire pour que le levier soit efficace. Ce niveau, il est lié au PIB de la Martinique et au budget et aux possibilités budgétaires de la CTM. Il faut, à mon sens, que l'effort produit soit de l'ordre de 5% du PIB, c'est-à-dire à peu près 300 à 400 millions d'euros. Ça peut se discuter dans le détail. On définit ce niveau d'engagement. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait l'Europe, c'est ce qu'est en train de faire la France, et c'est ce qu'a fait la région Île-de-France, etc. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut impulser un effort à travers la commande publique. Il faut savoir à quel niveau vous mettez le curseur. Si vous le mettez trop bas, si vous mettez ce curseur trop bas, ça n'aura pas d'effet. Si vous le mettez trop haut, vous n'aurez pas les moyens de mener cette politique-là parce que vous allez faire des engagements que vous n'allez pas tenir ou vous allez vous endetter au-delà du possible. Et donc, il faut fixer le niveau du curseur. Une fois que l'on a fixé le niveau du curseur, il faut définir quelles sont les actions que l'on pourra mettre en œuvre avec le souci de les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Parce que si vous décidez de faire 300 millions d'investissements, c'est-à-dire 200 ou 300 millions d'emprunts pour financer ces investissements, et que vous décidez de le faire sur un rythme qui fait que vous allez étaler ces dépenses-là sur 5 ans, il n'y aura pas l'effet de boost qui est nécessaire sur l'économie. Il faut donc définir quels sont les projets que l'on peut mettre en œuvre rapidement et dont la mise en œuvre rapide entraînera des dépenses rapides et dont les dépenses rapides entraîneront des paiements rapides. Alors, si vous servez à quoi dans ce contrat que vous avez effectivement eu avec M. Marie-Jeanne, avec M. Claude Lise, PPM, avec d'autres, pour effectivement je sers à beaucoup de choses dans un contexte de discussion qui est un contexte normal. Qui n'est pas respecté aujourd'hui. On élabore. Non, je ne dirais pas qu'il n'est pas respecté. Il n'est pas dans son fonctionnement conforme à la gravité et à l'urgence de la situation. Je reviens dessus. Mais il a fonctionné qu'à un quart. Bon, nous avons dans le domaine du tourisme, nous avons des résultats exceptionnels à la Martinique. C'est un domaine où, je dirais, la gestion a été déléguée. Le comité martiniquais du tourisme, à ma demande, est présidé par Karine Mousseau. Et nous l'avons eu en interview, oui. Et le tourisme ne s'est jamais aussi bien porté à la Martinique depuis qu'on fait du tourisme. C'est-à-dire qu'on a eu 5 années de croissance, des années de croissance sans précédent, et que la Martinique était au pic quand est arrivée la crise du Covid. Donc, c'est vous dire que quand nous avons des leviers, nous les utilisons. Sylvia Saïsoutane et
tout le monde le reconnaît, est un acteur majeur au sein de cette collectivité et dans le domaine de la gestion du dossier des écoles, des lycées et du scolaire d'une manière générale. Elle est reconnue pour la qualité de son travail, de son engagement et de son implication sur ce dossier avec des résultats qui sont eux aussi reconnus malgré, c'est vrai, des discussions quelquefois un peu compliquées pour obtenir les moyens de mettre en œuvre cette politique. Marinette Torpille, dans le domaine qui est le sien, c'est-à-dire le domaine de soutien aux entreprises, quand elle est arrivée, il y avait 3 structures qui s'occupaient des entreprises, implantées dans 3 lieux différents. Les gens ne s'y retrouvaient plus. Elle a mis un guichet unique, elle a réorganisé, elle a restructuré, elle a remis en dynamique. Aujourd'hui, elle est reconnue et son action est reconnue comme étant efficace. Et dans la crise qui est là, nous avons été, la commission que je préside a été la première structure, entre guillemets, de la collectivité à se mettre au travail quand on a déclaré le confinement. Bon, tout de suite, on s'est mis au travail, j'ai commencé à travailler, j'ai provoqué une réunion et avec Marinette Torpille, entre autres, avec des élus d'autres commissions, comme Lordino, comme Madame Lesdema, etc., nous avons commencé à travailler. Nous avons fait des propositions. Ces propositions ont été retenues. C'était les propositions de l'urgence. Mais ça n'est que le volet 1 de la fusée qui lui permet de quitter l'attraction terrestre. Et puis après, il faut l'envoyer un peu plus loin pour qu'elle arrive là où on veut qu'elle arrive. Et ce deuxième étage de la fusée, il faut maintenant le lancer. Alors, et c'est là que le président, excusez-moi, je ne peux pas ne pas avoir cette image, c'est là que le président de l'exécutif, il dit il n'y a plus de carburant. Mais c'est du pipeau qu'il n'y a plus de carburant. La France n'avait plus d'argent, l'Europe n'avait plus d'argent, les États-Unis n'avaient plus d'argent. Les États-Unis vont lancer un plan de 1000 milliards de dollars, l'Europe de près de 750 milliards de dollars et la France de 60 milliards de dollars. Alors quand on me dit la collectivité, qui est la collectivité la moins endettée de toutes les collectivités d'outre-mer, qui a réussi à passer de 14 ans pour le remboursement de ses dettes à moins de 9 ans avec un coup de frein que je ne partage pas, c'est un différent, mais c'est un différent plus acceptable parce que moins grave, je veux dire, moins porteur de conséquences immédiates. Bon, mais on est arrivé à être la collectivité la moins endettée de tout l'outre-mer. On est parmi les rares collectivités de France, de ce niveau-là, région, etc., à être en dessous du seuil de 9 ans fixé comme un repère. Et on me dit qu'on ne peut pas emprunter pour relancer l'activité économique. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, je vais vous taquiner un peu, Yann, mon plaisir. Allez-y. Et je sais que vous adorez être taquiné. Vous allez être où dans votre bras de fer avec Alfred Marie-Jeanne? Est-ce qu'il vous a répondu? Il vous a dit quoi? Yann, on va discuter, on prend un verre ensemble, on prend un café. Vous allez être non, il m'a écouté. En tout cas, il m'a écouté sagement, ce à quoi je ne m'attendais pas nécessairement. Et à l'issue de cet échange, il n'a manifestement pas souhaité débattre sur le fond. Il m'a raconté 2 petites histoires sympathiques, amusantes, un peu, qui faisaient un peu diversion, mais on n'a pas eu là-dessus. Il ne vous a pas convaincu? Non, je ne l'ai pas convaincu, il ne m'a pas convaincu. Et on n'a pas eu de discussion de fond. J'ai compris qu'il préférait éviter la discussion, qu'il pensait qu'il était dans le vrai et que donc la discussion n'avait pas de raison d'être. Et donc, je lui ai donc fait connaître très publiquement lors de la plénière les positions et la position qui était la mienne. Et depuis… Comment? Vous partez? Je pars où? Non, je pars nulle part. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas l'intention de démissionner. Je ne démissionnerai pas dans les moments difficiles. Ce serait démissionner de ma mission. Et moi, je suis un homme de mission. Je suis un homme responsable. Et les gens qui me connaissent savent que les difficultés ne m'effraient pas. Moi, je fais face aux difficultés. Donc, la situation est difficile. Les Martiniquais attendent de nous, ils attendent de moi que précisément dans cette situation difficile, je garde toute la lucidité qui est nécessaire, tout le courage qui est nécessaire et que je fasse preuve de toute la force qui est nécessaire pour qu'on se projette. Voilà mon travail. Alors, non, je lui dis que je ne suis pas d'accord et on est dans le débat. Alors, où on en est du bras de fer, je ne sais pas où on en est du bras de fer. Ce que je sais, c'est que je le force maintenant à débattre et qu'il a légèrement évolué. J'ai entendu récemment, et je sais
puisqu'il l'a dit à certains membres du conseil exécutif, qu'il commence à réfléchir à un éventuel plan de relance. Ce que je regrette, c'est qu'il ait confié le soin de cet examen et je n'ai rien contre l'administration, à son administration, alors que c'est un sujet éminemment politique. Totalement. C'est un sujet politique et un sujet de politique économique. C'est le président qui doit donner, le président et les élus, qui doivent donner les instructions à l'administration de construire dans le cadre qu'ils auront et dans la perspective des orientations qu'ils tracent et pas l'inverse. Et donc, je regrette ça, mais c'est un petit progrès. Peut-être que cette administration sera mieux à même, et entendant tous les sons de cloche, de lui faire entendre un autre son de cloche que celui de la surdité. Mais j'espère que M. Marie-Jeanne sera moins sourd demain qu'aujourd'hui. Une autre dernière question. J'espère qu'il sera moins sourd à nos appels et moins aveugle dans ses choix pour les semaines à venir. Qu'en est-il de votre candidature à Saint-Joseph? Je suis candidat dans le deuxième tour des élections et évidemment, j'attends l'issue de ce scrutin pour me mettre au travail dans cette belle commune à laquelle je suis si attaché, pour laquelle j'ai tellement de projets. Non seulement j'ai beaucoup de projets, mais j'ai une vision générale de Saint-Joseph. Et allez, si les Joséphains, comme je l'espère, comme je le crois, me font confiance, je vous garantis qu'ils verront se transformer cette commune et des transformations très simples vont arriver très, très vite. Bon, le fond, ça me prendra un peu plus de temps. Mais je vais m'engager tout de suite. Je suis déjà dans la réflexion et quelquefois même dans l'action. J'ai déjà organisé des rendez-vous avec un certain nombre de personnes. Alors, c'est pas qui m'ont qu'à mettre bagaille là avant mariage là, mais bon, tout simplement, moi, je suis toujours dans la démarche prospective. Quand et si nous arrivons aux responsabilités, je suis prêt à l'action. Bien, mon plaisir. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci encore. À bientôt.